Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde absolument incroyable des molécules, celles qui, à l'intérieur de notre corps, orchestrent toute la vie. Le truc, c'est que la plupart des hormones aux virus sont complètement invisibles. Et pourtant, les détecter, c'est la clé de toute la médecine moderne. Alors voilà la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une molécule bien précise, une sorte d'aiguille perdue dans une immense botte de foin biochimique? C'est vraiment le défi que les scientifiques ont dû relever. Et l'enjeu, il est énorme. Il faut bien se rendre compte que sans cette capacité à détecter ces substances, pas de diagnostic précoce, pas moyen d'évaluer si un traitement marche vraiment. C'est tout un pan de la médecine qui serait tout simplement aveugle. Heureusement, la solution trouvée est d'une élégance redoutable. Ce sont les anticorps marqués. C'est simple, on prend un anticorps, qui est une sorte de détective moléculaire programmé pour ne trouver qu'un seul et unique suspect, et à ce détective, on lui accroche une balise, une sorte de gyrophare, qui peut être radioactif ou lumineux, et comme ça, il nous mène directement à sa cible et la rend enfin visible. Allez, on ouvre la boîte à outils. Le tout premier, le pionnier du genre, c'est une méthode à la fois super puissante et historique, le dosage radio-immunologique, qu'on appelle plus simplement RIA. Le principe est vraiment ingénieux. On marque notre anticorps avec un atome radioactif. Comme cet atome est instable, il émet spontanément un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui est le signal qu'on va pouvoir mesurer très précisément. Cette technique est tellement sensible qu'elle peut repérer des quantités vraiment infimes. Ça a été une révolution, notamment pour doser les hormones ou les marqueurs de certains cancers. Mais voilà, toute cette puissance a un coût. D'un côté, on a une sensibilité qui était inégalée à l'époque, mais de l'autre, on manipule des matières radioactives. Et ça implique tout un tas de contraintes, des mesures de sécurité très strictes, la gestion des déchets radioactifs, des temps de mesure assez longs. C'était une avancée énorme, mais une avancée avec sa part de risque. Forcément, face au danger de la radioactivité, la science a cherché une alternative plus sûre. Et c'est comme ça qu'est née la nouvelle star des laboratoires, une méthode que beaucoup connaissent, la méthode ELISA. Ici, on change complètement de stratégie. Fini la radioactivité, on va utiliser une enzyme comme marqueur. On attache cette enzyme à notre anticorps détective. Et quand on ajoute une substance bien précise, qu'on appelle le chromogène, l'enzyme va déclencher une réaction chimique qui produit de la couleur. Et là où la technique devient encore plus maligne, c'est avec l'une de ses variantes les plus efficaces et les plus spécifiques, celle qu'on appelle l'ELISA en sandwich. Alors, comment ça marche ce fameux sandwich? C'est assez simple. D'abord, on fixe un premier anticorps sur une surface, il va servir d'appât. Ensuite, on ajoute notre échantillon. Si la molécule qu'on cherche est là, hop, elle se fait capturer. Et pour finir, on ajoute un deuxième anticorps, celui qui porte l'enzyme, et qui vient se fixer sur la cible qui est déjà piégée. On a littéralement pris la cible en sandwich. Et cette double vérification, ça augmente énormément la fiabilité du test. Le résultat est super visuel et direct. L'intensité de la couleur est directement liée à la quantité de la cible. Plus la solution est foncée, plus il y avait de la molécule au départ. C'est simple, élégant et incroyablement efficace. Mais la quête de performance ne s'est pas arrêtée là. Après la radioactivité, après la couleur, les scientifiques se sont tournés vers une autre source de signal, la lumière elle-même. Et pour ça, il y a deux grandes approches. D'un côté, la chimioluminescence. Là, c'est un peu comme une luciole. La réaction chimique elle-même va produire un flash de lumière. De l'autre, on a l'immunofluorescence. Elle a besoin d'un coup de pouce. Il faut l'éclairer avec une lumière externe pour qu'elle se mette à briller, un peu comme un objet fluo qui ne s'allume que sous une lumière noire. La chimioluminescence, ça repose sur des molécules comme le luminol. Le principe est le suivant. Une réaction chimique va exciter la molécule, lui donner un surplus d'énergie, et pour revenir à son état normal, elle doit se débarrasser de cette énergie. Elle le fait en émettant un photon, un flash de lumière. L'avantage, c'est que le signal est très propre, il n'y a pas de bruit de fond, et la lecture est quasi instantanée. Par contre, il y a un gros inconvénient, ce signal est très bref, il est fugace. C'est un flash puissant, certes, mais qui ne dure que quelques secondes et dont l'intensité peut varier. Il faut donc un équipement capable de capturer cette lumière au moment précis où elle jaillit. L'immunofluorescence, elle, est beaucoup plus stable. On utilise des marqueurs qui, une fois qu'ils sont excités par une source lumineuse, émettent un signal lumineux constant. C'est une technique géniale pour visualiser des choses directement sur des cellules ou des tissus. Par exemple, pour repérer un microbe dans une biopsie. Bon, on a donc fait le tour de 4 grandes familles d'outils. La question qui se pose maintenant est évidente. Comment un scientifique décide de celui qu'il va utiliser ? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite qui serait la meilleure dans tous les cas. Le choix de l'outil, c'est toujours une histoire de compromis. Il faut trouver le juste équilibre entre la sensibilité dont on a besoin, les contraintes de sécurité, la vitesse à laquelle on veut le résultat et bien sûr, le coût de tout ça. Pour résumer, chaque outil a vraiment sa spécialité. Le radioactif, c'est pour la sensibilité extrême. L'enzymatique, comme l'ELISA, c'est pour la simplicité et la robustesse. Le fluorescent, c'est pour la précision et la stabilité. Et le luminescent, pour la rapidité et la spécificité.
Tout l'art du scientifique, c'est de savoir piocher le bon outil dans sa boîte pour la tâche qu'il a à accomplir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Toutes ces techniques ont complètement transformé notre façon de comprendre le vivant. Mais la science, elle, ne s'arrête jamais. Alors, après avoir maîtrisé les atomes, les enzymes et les photons, quelle sera la prochaine grande révolution? Quelle nouvelle astuce va-t-on inventer pour nous permettre de voir ce qui, aujourd'hui encore, reste totalement invisible? La question reste ouverte.